Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. La corniche de Marem Khayel bloquée dans les deux sens ce matin. Une nouvelle mobilisation des journaliers d'EDL provoque des embouteillages monstres. Après ce sit-in, le Conseil de la fonction publique suspend provisoirement les concours administratifs de samedi. Les habitants de Fneidek réclament les sanctions les plus sévères possibles contre l'époux de Maïmoune Ahmad Aboueila. La jeune femme de 20 ans a été tuée hier par son mari de 22 ans. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui dans le Hakkar. Nouveau raid meurtrier de la coalition arabe, tir balistique sur des villes saoudiennes interceptées. 3 jours après l'échec des pourparlers au Yémen, les Nations Unies et l'Iran s'alarment de la reprise des violences. On débute ce journal avec cette nouvelle mobilisation des journaliers d'EDL. Le Conseil de la fonction publique s'est montré compréhensif. C'est ce qu'ont assuré une délégation d'employés à l'issue de leur sit-in. Le Conseil leur a également fait savoir qu'il allait suspendre les concours administratifs prévus samedi. Le temps, je cite, que la situation s'apaise. En fin de matinée, les journaliers d'EDL ont bloqué la corniche de Marem Khayel à hauteur du siège d'électricité du Liban. Le trafic a été interrompu pendant 2 heures dans les deux sens, ce qui a évidemment entraîné des embouteillages monstres jusqu'à la mi-journée. De légères échauffourées ont par ailleurs eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui les ont finalement sommés d'évacuer la chaussée. Les journaliers d'EDL réclament sans relâche leur titularisation au sein de la compagnie lourdement endettée. Les fermiers, eux aussi, sont en mauvaise posture. Pour les aider à exporter leurs marchandises, le ministre de l'Agriculture tente de conclure des partenariats avec d'autres pays, dont l'Égypte et la Russie. Dans une interview à La Voix du Liban, Akram Chayeb a rappelé les conséquences désastreuses de la fermeture des frontières avec la Syrie l'année dernière, à commencer par le coût du transport maritime, qui est pour les agriculteurs libanais la seule alternative à l'exportation par voie terrestre. L'élection d'un chef de l'État ne résoudra pas tous les problèmes. Déclaration du chef du Parlement aujourd'hui à El Tiné. Nabi Berri a tenu à nuancer les conclusions de la dernière séance du dialogue. Un consensus infime a pu être retiré de cette réunion la semaine dernière. Les différents partis se sont notamment mis d'accord sur le fait que la solution passe d'abord par la présidence de la République. On passe maintenant à ce drame. Une jeune femme de 20 ans a été tuée hier par son mari au domicile du couple à Clayat. Les funérailles de Maïmoune Ahmad Aboueila ont eu lieu aujourd'hui à Fneidek dans le Hakkar. Les habitants en appellent aux autorités. Ils réclament que les sanctions les plus sévères possibles soient prises à l'encontre de son époux, qui est lui âgé de 22 ans. Il se prénomme Mohamed Taïch et a été arrêté dans le quartier du Tel à Tripoli. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi à New York sur la Syrie. À Alep, coupé entre forces pro-régime et rebelles, 1,5 million de civils sont pris au piège. L'ONU appelle à des pauses humanitaires hebdomadaires de 48 heures dans les combats, alors que les discussions sont au point mort entre les différentes parties depuis fin avril. Le rapprochement récent entre la Russie et les États-Unis laisse espérer une reprise dans les semaines à venir, mais les pays occidentaux conditionnent les discussions à une amélioration de la situation. Au Yémen, à présent, 14 personnes ont été tuées dans les premiers raids depuis 3 mois de la coalition arabe sur les zones rebelles. Ces frappes ont visé de nombreuses positions des insurgés dans la province de Saada, mais aussi au nord de Sanaa. Sur la capitale yéménite, les bombardements ont cessé depuis hier soir. Ces frappes ont entraîné la fermeture de l'aéroport de Sanaa pour 72 heures. Le porte-parole de la coalition a justifié la reprise des raids par l'échec des négociations interrompues samedi, mais aussi par les violations des rebelles d'une trêve relative de 3 mois. L'Alliance arabe assure également avoir intercepté des tirs de missiles balistiques dirigés contre des villes saoudiennes. De leur côté, l'ONU et l'Iran se sont alarmés de la reprise des combats à grande échelle dans le pays. Au Venezuela, le Conseil électoral repousse la collecte de signatures en vue de la révocation du président Maduro. On se retrouve dans quelques instants. Aux États-Unis, Donald Trump n'en finit pas avec les sorties provocatrices. Le candidat républicain a prédit cette fois-ci que si elle était élue, Hillary Clinton ferait tout pour abolir le port d'armes aux États-Unis, quitte à choisir ses juges à la Cour suprême.
Cette déclaration a aussitôt entraîné un tollé, notamment de la part du directeur de campagne de la candidate qui dénonce, je cite, le langage dangereux du milliardaire. Les détails d'Inès Olagaré. Un autre jour, un autre tollé. Pour Donald Trump, seuls ceux qui défendent le deuxième amendement, les pro-armes, seraient capables de stopper Hillary Clinton. Hillary veut abolir le deuxième amendement. Si elle a la possibilité de choisir ses juges, il n'y a rien que vous puissiez faire, les gars. Bien que, avec le deuxième amendement, peut-être que si, je ne sais pas. Les critiques fusent. Donald Trump est accusé d'incitation à la violence. Sur Twitter, le directeur de campagne d'Hillary Clinton lui reproche d'utiliser un langage dangereux. L'équipe de Donald Trump contre-attaque aussitôt. Elle affirme que le milliardaire appelait seulement au vote massif des défenseurs du port d'armes pour évincer Hillary Clinton. Mais cette réponse ne convainc pas, même au sein du camp républicain. Pour Michael Hayden, ancien directeur de la CIA, Donald Trump est tout aussi responsable de ce qu'il dit que de ce que les gens comprennent. Cette plaisanterie ambiguë pourrait donc encore faire fuir d'autres figures républicaines. La vague anti-Trump prend de plus en plus d'ampleur. La sénatrice Susan Collins a publié mardi une tribune dans le Washington Post. Elle y cite toutes les bonnes raisons pour ne pas voter Trump. Juste avant elle, 50 républicains avaient eux signé une lettre commune dans le New York Times. Aucun ne votera pour Donald Trump, qui serait selon eux le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Coup de tonnerre au Venezuela, le Conseil national électoral a repoussé à la fin du mois d'octobre une échéance très attendue par l'opposition. Il s'agit de la collecte de signatures pour un référendum révocatoire du président Nicolás Maduro. Les explications d'Antoine Mariotti. C'est un feuilleton digne des meilleures telenovelas dont raffole l'Amérique latine. Chaque espoir, de l'opposition en l'occurrence, est rapidement douché, ici par un pouvoir bien décidé à rester en place. Après plusieurs étapes franchies récemment, les adversaires du président Maduro avaient le vent en poupe. Ils doivent désormais réunir 4 millions de signatures en 3 jours pour obtenir la tenue d'un référendum contre le chef de l'État. Mais les autorités électorales n'entendent pas leur faciliter la tâche. Pour que la collecte de signatures soit conforme à la réglementation, toutes les exigences sécuritaires, logistiques, techniques et opérationnelles doivent être appliquées. Si c'est le cas, la récolte de ces signatures devrait avoir lieu fin octobre. Avec un tel calendrier, la tenue d'un référendum révocatoire contre le président est presque impossible avant la fin de l'année. Car le Conseil aura ensuite un mois pour valider les signatures et 90 jours pour organiser le scrutin. Il faut donc aller vite, mais l'opposition ne baisse pas les bras. Car si ce référendum est organisé avant le 10 janvier prochain, de nouvelles élections seront convoquées. Au-delà de cette date, Nicolás Maduro pourrait simplement désigner son vice-président pour le remplacer. C'était un exercice de cynisme, de mensonge, avec des intentions de démoraliser les Vénézuéliens pour nous faire croire que le référendum est très loin, que nous n'y arriverons jamais. Mais il est toujours possible de l'organiser en 2016. Les telenovelas se terminent presque immanquablement par des fins heureuses. Difficile de prévoir l'issue du feuilleton vénézuélien. Après des mois de rebondissement, il tient en tout cas toujours en haleine. En Amérique latine, un autre chef d'État se trouve dans la tourmente. Il s'agit de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, suspendue de ses fonctions depuis le mois de mai. Une étape de plus vers son écartement définitif du pouvoir a été franchie hier. Les sénateurs brésiliens ont voté pour un procès en destitution de l'ancienne chef de cabinet d'Ignacio Lula. Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé des comptes publics en vue de sa réélection en 2014. On termine cette édition avec un coup d'œil sur les JO de Rio, la capitale brésilienne où Michael Phelps a remporté hier 2 médailles d'or supplémentaires. Le nageur porte ainsi son total à 21. L'Olympien le plus médaillé de l'histoire continue donc d'écrire sa légende. Florent Rodeau. Une 20e médaille d'or, suivie 1 heure plus tard d'une 21e. Michael Phelps continue d'écrire chaque jour un peu plus sa légende dans le livre d'or de l'olympisme. Le nageur américain a une nouvelle fois survolé les débats dans la piscine de Rio, remportant coup sur coup le 200 mètres papillon et le 4 x 200 mètres avec ses compères du relais.
Les supporters américains qui ont fait le déplacement au Brésil pour suivre leur idole sont impressionnés par les performances du natif de Baltimore. C'est fantastique de regarder Michael Phelps, un héros olympique, un héros national, gagner sa 21e médaille d'or. Je suis époustouflé, je ressens une grande fierté pour mon pays. À 31 ans, le nageur américain l'assure, il est bien plus fort qu'à Londres en 2012, où il avait remporté 4 nouvelles médailles d'or. Michael Phelps décide alors de se retirer provisoirement de la compétition. Il ne reviendra qu'en 2014 avec un objectif en tête, remonter une nouvelle fois sur le toit de l'Olympe. Être en mesure de participer à mes 5e Jeux Olympiques, ça représente beaucoup pour moi. Dans 20 ans, je me retournerai et je serai heureux d'avoir pris la décision de revenir. Toujours entraîné par le fidèle Bob Bowman, le sportif le plus titré de l'histoire olympique espère bien encore enrichir sa collection à Rio, un bassin où il est toujours invaincu en 3 courses. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La corniche de Marem Khayel bloquée dans les 2 sens ce matin. Une nouvelle mobilisation des journaliers de DL provoque des embouteillages monstres. Après ce sit-in, le Conseil de la fonction publique suspend provisoirement les concours administratifs de samedi. Les habitants de Fneidek réclament des sanctions les plus sévères possibles contre l'époux de Maïmoun et Ahmad Abouaïla. La jeune femme de 20 ans a été tuée hier par son mari de 22 ans. Ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui dans le Hakkar. Nouveau raid meurtrier de la coalition arabe, tir balistique sur des villes saoudiennes interceptées. 3 jours après l'échec des pourparlers au Yémen, les Nations Unies et l'Iran s'alarment de la reprise des violences. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.